prenons le sécateur. Ah, mais pourquoi je peux pas Ah, Ah oui, d'accord, non, c'est le même. Ah ben moi je me débrouillerai. Je suis capable de sauter. Ou de partir comme on disait en varap. C'est-à-dire assis sur les pieds. Tu passes le tour et ça t'amène à un truc là. Sophia va nous parler d'ici. Ok, là, faut faire ça. Il faut faire le trait. Alors comme c'est une carrière de minerai de fer, donc, comme je l'avais déjà un peu évoqué. Alors en fait dans la région, on exploite le fer depuis l'époque celtique, mais il y a une période qui a activé, qui a un peu précipité cette activité-là. C'est l'installation d'une usine à Fumel, qui est une usine sidérurgique qui s'est installée au milieu du 19e siècle et qui a été installée au début pour construire. Donc jusqu'au... Je t'ai dit attends. Donc du Moi coup, aussi, jusqu'au je me suis fait agresser. fin 19e, début 20e, le minerai de fer qui alimentait cette usine, c'était à la fois des carrières de plus ou moins grande échelle, mais aussi des carrières qui pouvaient être assez grandes, mais aussi tout à fait petites. Ça pouvait être des paysans qui récoltaient du minerai de fer dans leur propriété et qui l'amenaient une fois par an à l'usine. Donc du coup, on a des carrières qui sont plus ou moins grandes, qui peuvent être un puits d'un diamètre d'1 mètre, jusqu'à des choses plus volumineuses comme celle-là, ou encore plus grandes, à des moments où on a exploité de façon un peu plus industrielle le minerai. Et c'est une exploitation qui s'est activée à la Première Guerre mondiale, évidemment, et après la Seconde Guerre mondiale. Donc celle-là, elle est moyenne, elle est un peu assez conséquente, mais elle est moyenne, puisqu'il y en a une autre à Montagnac qui fait plusieurs hectares, et qui a été en activité jusque dans les années 50. À l'époque, on a importé en fait le minerai de fer où on ne l'a plus du tout exploité in situ. Ah oui, mais on ne sait pas quelle quantité de fer on retire d'une carrière comme ça. Alors ça, c'est des chiffres qu'on doit pouvoir trouver. Après, moi, je n'ai pas forcément fait des recherches. J'ai une connaissance assez généraliste, hein, mais au niveau des quantités, je ne sais pas. Ils arrivent à faire combien de rails? 2 mètres linéaires de rail. Ouais. Ce serait intéressant de savoir. Pour combien de mètres cubes? J'ai choisi cette carrière parce qu'elle est près de la maison, c'était facile de la visiter. Il y en a d'autres qui sont sur Bonne Nouvelle, il y en a d'autres mais qui sont beaucoup moins accessibles, qui sont remplis enfin il y a beaucoup de ronces, etc. Donc qui sont moins faciles d'accès. Donc celle-là est assez emblématique en fait. Donc il y a la forme assez ronde où on creuse et on suit les veines. On voit que de ce côté là-bas, derrière Véronique, on a suivi une veine. Et puis il y a toujours cette espèce d'entonnoir avec on voit qu'il y a un chemin qui s'éloigne par ici et qui était l'entrée ou la sortie en fait du minerai de fer. Donc il y avait probablement des petits wagons ou des charrettes, enfin, c'est par là qu'on faisait sortir le minerai. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ces carrières par un hasard il y a quelques années où je me suis baignée dans une carrière près de Fumel. Alors c'est une carrière de kaolin. Et c'est là que j'ai découvert toutes ces carrières. En fait, je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas vraiment puisque je n'habite pas directement à Fumel. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces anciennes carrières, donc, et à les rechercher. Celle-là, par exemple, en fait, j'ai découvert son existence au moment où j'ai commencé à enquêter. Donc, à la fois à rechercher sur des cartes IGN, des cartes géologiques. Anna, tu veux venir me voir un petit peu? Est-ce que tu veux me faire un bouquet? Non. Allez, je vais rentrer. Carte géologique et puis évidemment la connaissance des anciens qui connaissent bien le territoire et qui ont pu m'indiquer des carrières. Donc du coup j'ai commencé à les repérer.
et à les photographier. Donc voilà, j'ai commencé à développer un travail photographique sur ces carrières que j'ai mené pendant 2 ans, 2008-2009, et que je faisais essentiellement l'hiver parce que ça là, on la voit, mais en fait sinon il y a la boue qu'on ne voit pas et vraiment les dénivelés de relief apparaissent vraiment plus l'hiver. Je vous ai apporté des petites photos d'autres carrières ici. Je vais faire circuler là. Tu regardes par le petit trou. J'ai pas mes lunettes. Ah, J'ai pas les bonnes. il faut que tu regardes vers le ciel. Tu regardes vers le ciel. Je vais y arriver, c'est bon. Regarde, c'est proche. Enfin, les petites boîtes. Et en fait, donc c'est un travail que j'ai développé et qui finalement a jamais été montré. Donc du coup, avant de parler de la visibilité de ce travail, je voulais parler d'une première chose. C'est un travail photographique que j'ai fait au moment où je travaillais sur la préparation du projet sur le collège de Montflanquin. Et c'était avant que le travail photographique sur le chantier du collège de Montflanquin ne commence. Et c'était une période où je faisais beaucoup de démarches administratives et beaucoup de dossiers, de rendez-vous, des choses comme ça. Et ce projet-là, ces photographies des carrières, en fait, c'était vraiment un souffle d'air frais. C'était un lieu où je pouvais vraiment reposer, me souffler un peu et rééquilibrer un petit peu cette activité artistique qui parfois est très administrative et très lourde. Et en faisant ce travail, c'était vraiment un moment où je retrouvais un peu d'espace, une forme de... Enfin, voilà, où je pouvais expérimenter des choses, chercher comment photographier ces lieux, réfléchir. Et ça me permettait de retrouver une pratique artistique qui est vraiment dans le faire et pas forcément dans tout ce travail administratif qui est très pesant. Donc ça, c'est une première chose qui est liée à ce travail, une première question, et qui fait écho à ce dont on a évoqué hier justement dans la discussion qu'on a eue autour des biennales sur justement les pratiques artistiques, comment elles se développent, dans quel lieu, et sur leur économie. Donc, et au niveau, pour poursuivre un peu sur la question de l'économie, j'ai rencontré différentes personnes dans la région pour voir s'il y avait des institutions qui seraient intéressées pour mettre en visibilité ce travail, et notamment à Fumel. Et il n'y a pas eu vraiment d'intérêt. Le fait que ce n'était pas seulement à Fumel, mais que c'était aussi étendu sur le territoire, parce qu'on est à 20 km de Fumel, ça posait aussi question, parce qu'on n'est pas sur le même territoire administratif, on n'est plus à Fumel, on est sur une autre communauté de communes, donc du coup, le projet artistique n'étant pas spécifiquement ancré dans la ville de Fumel, voilà, c'est un argument qui a été avancé, donc du coup, voilà, le projet est resté en stand-by comme ça. Et puis ce projet a donné lieu à un travail pédagogique, a amorcé un travail pédagogique avec des lycéens de Fumel. Donc à partir de ces photos de carrière que je leur ai montrées, on a parlé de la place de l'usine et de l'ancrage dans son territoire, non seulement au niveau des ressources naturelles qui sont mobilisées pour le travail de l'usine, mais aussi du coup ça nous a permis d'aborder tout ce qui est de l'ordre de ce qui est construit, donc non seulement au niveau du paysage, mais aussi au niveau de l'architecture, et le lien qu'il y a entre cette activité ouvrière et le dessin en fait de l'habitat, de la vie, etc. Et avec ce travail pédagogique, donc je ne vais peut-être pas trop étendre ce travail, il y a eu une rencontre avec un ancien ouvrier, un monsieur qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Ignace Garay, qui a été le fer de lance des mouvements syndicaux dans les années 80 et 90 jusqu'au début des années 2000. Et qui a porté vraiment tous les mouvements de défense des droits des ouvriers sur Fumel. Et donc, à travers ce projet pédagogique et la rencontre avec Ignace m'a parlé de certaines archives qu'il a réussi à sauver, des archives qui sont des registres des personnes qui sont venues travailler à l'usine ou dans les différentes minières qui étaient liées à l'usine. Donc qui sont des relevés en fait des registres d'inscription de tous les ouvriers qui sont venus donc en France, mais aussi des étrangers, des Russes, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Belges qui en réalité n'étaient pas des Belges mais des Juifs qui étaient cachés,
Voilà, donc là, il y a toute cette connaissance, cette mémoire aussi de cette culture qui est présente et qui est en sa possession et dont il ne sait pas vraiment quoi faire et qu'il souhaite aussi, qui souhaiterait pouvoir donner accès à la population, au public, mais voilà, les choses ne sont pas encore, construites. Avec voilà, il y a un désir de préservation et l'inquiétude que la mairie de Fumel ou que les institutions sur Fumel ne soient pas assez précautionneuses avec ces archives. Puisque comme c'est lui qui les a et comme il est assez catalogué et pas toujours... c'est quelqu'un dont on se méfie, donc il a peur que, vu que c'est lui qui est un peu le gardien de ces archives, qu'on n'en prenne pas soin comme on devrait en prendre soin. Donc voilà, cette rencontre, pour moi, elle est intéressante parce que à partir d'un travail photographique, on touche aussi à cette histoire aussi, à cette histoire ouvrière. Et il y a du coup tout un réseau, c'est-à-dire qu'à partir d'un travail photo, on touche à toutes ces questions qui sont, tous ces rhizomes quoi, de questions. Et j'en suis arrivée à un moment, en fait, dans l'avancée de ce projet, où la forme qui serait intéressante pour le donner à voir, était peut-être encore en devenir, n'était pas du tout encore définie donc. Et j'ai pensé que faisant partie des collèges méta et donc en lien aussi avec Véronique, avec qui on a 2 projets qui ont trouvé des résonances, il y avait peut-être être quelque chose qui pourrait être développé au sein du collège Méta Ouest ou au sein des protocoles Méta. Et donc il y a eu, pour arriver à ce point de rencontre avec le travail de Véronique, il se trouve que Véronique a fait un travail dont elle va nous parler sur Birmingham et sur justement ce lien entre l'activité industrielle et le paysage en fait. Peut-être que je te pourrais passer la parole à ce moment-là. Oui, donc moi j'ai eu l'occasion d'aller à Birmingham parce que j'ai rencontré quelques artistes anglais de Birmingham et puis on a essayé de faire une petite expo. Donc j'ai découvert la ville de Birmingham en Angleterre et quand je suis arrivée, donc moi quand j'arrive dans une ville j'aime bien Quand je découvre une ville, j'aime bien me promener à pied, c'est vraiment ma façon de découvrir la ville. Et voilà, je marche dans la ville, je marche toute la journée comme ça. C'est vraiment une façon de ressentir les choses, aussi d'être à l'échelle du corps, et ça pour moi c'est important. Donc il y a le corps dans l'espace, ça me permet d'appréhender aussi l'architecture, d'avoir le point de vue, les cadrages, enfin, voilà, tout ça. Donc pour ça je me promène à pied. Et en me promenant, j'ai commencé à suivre des canaux. Il y a des canaux en fait à Birmingham. Donc j'ai commencé à les suivre et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'énorme. Ça prenait vraiment une ampleur. Donc je me suis un peu renseignée autour de moi et on m'a expliqué que ces canaux avaient été mis en place au moment de la révolution industrielle. Parce que Birmingham c'est dans la Black Country. Donc voilà, exploitation du minerai de fer, du charbon. Et ces canaux ont été construits, c'est des canaux assez étroits sur lesquels circulent des bateaux qu'on appelle des narrow boats, ça veut dire qui sont très étroits comme ça. Et il y a juste la place d'un bateau en fait, qui passe et qui permettait de transporter donc ce minerai de fer et puis ensuite les marchandises. Et en fait ça va de la ville de Birmingham jusqu'à des villes qui sont au-dessus, Walsall, Wolverhampton, qui sont des villes au nord-est. Et en fait comme ça quand tu regardes, il y a tout un réseau. Et là il y avait déjà un premier lien avec Céline, justement par rapport à de quelle façon finalement l'activité humaine, donc là en l'occurrence c'était la période de la révolution industrielle, a modifié le paysage et a fait que voilà, l'homme a redessiné en fait, un peu le paysage. Et il y a eu un deuxième point, c'était qu'on m'a aussi parlé de ce qui s'appelait la Lunar Society, qui était un regroupement d'ingénieurs dans lequel il y avait le grand-père de Darwin, il y avait un ingénieur qui s'appelait Watt, et c'est eux qui sont aussi à l'origine de ces canaux, parce qu'ils ont vraiment réfléchi à des systèmes de pompage de l'eau, enfin voilà, il y a eu tout ça.
Et il se trouve que Watt a fait une machine dont tu as un exemplaire, on peut dire ça, et tu as Fumel, justement, dans le, voilà, dont une à Fumel. Donc c'était un deuxième point de croisement de tout ça. Qu'est-ce que c'est une usine qui est à Fumel? C'est une machine à vapeur. En fait, c'est une machine qui permet de générer de l'énergie à partir de l'eau pour activer le haut fourneau, en fait. Là, on rentre dans les questions techniques en termes sur la sidérurgie, mais je ne suis pas assez... Et on peut la voir. On peut la visiter, la machine de Watt, oui. Mais elle était créée là-bas et après C'est un ingénieur... lui, il a créé la machine, le système. Après, je ne sais pas dans les détails. Il y en a une ici, en tout cas. Il y en a, bah oui, ça, il y en a deux dans le lot. Une ici, l'autre, je ne sais pas, elle est peut-être à Birmingham. Elle doit être en Angleterre. Je sais pas exactement. Bon, ça, c'est quelque chose qui est en cours, hein, donc je découvre au fur et à mesure. Alors, on n'a pas tout à fait la même approche, parce que c'est vrai que, du coup, moi, c'était plus le côté... je suis plus dans un côté visuel, vraiment le paysage, les points de vue, le corps dans le paysage, mais finalement on arrive à avoir des entrées différentes et à ce que ça se croise. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme champ de... Parce que toi, t'es parti plutôt de la ville, bon, Oui. industrielle, etc. Et puis tu as fait plutôt en remontant. Ben, j'ai commencé, oui, à cheminer le long des canaux. Alors j'aimerais bien y retourner puis poursuivre un peu. Il y a aussi, ça recoupe aussi la question du patrimoine, je sais qu'on n'a pas vraiment parlé, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait, voilà, de ces canaux qui sont là, enfin, le paysage a changé par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on en fait, voilà, des choses qui sont plus du tout en activité. Alors au niveau de la ville, ça devient plutôt, on aménage des promenades, donc c'est plutôt touristique, mais dès qu'on sort un peu de la ville, ça devient presque glauque à des endroits, enfin tu vois, c'est... Et tu arrives dans une autre ville, parce que comme les villes se rejoignent, à nouveau c'est aménagé, donc c'est aussi assez intéressant. Et puis le long, il y a plein de vieux bâtiments encore qui sont là, et c'est vraiment très très présent. Enfin, voilà, mais oui, sur la question de là où ça se croise aussi, tu parles de patrimoine, moi je parle plutôt ici de l'histoire, parce qu'il y a plusieurs niveaux de plusieurs régimes d'historicité, je sais pas le mot exact, mais il y a l'histoire de Fumel, c'est-à-dire que moi je suis partie de Fumel, mais finalement ce projet ça m'a ramené à mon histoire personnelle, c'est-à-dire que finalement je suis arrivée à des carrières qui sont à côté de chez moi, et j'ai redécouvert des accidents du paysage, des toutes petites carrières que quand j'étais petite que je voyais, mais je ne savais pas en fait que c'était lié à l'activité du minerai de fer. Et quand vous reviendrez à Cantemer, vous verrez que dans l'appareillage des murs, il y a des pierres qui sont ferrugineuses. Et du coup, ça m'a donné des nouvelles informations pour relire, c'est vraiment une relecture en fait du lieu où j'ai grandi, du lieu où j'ai vécu. Donc, c'est là où c'est intéressant et c'est là où justement la présence de Sophie me paraissait pertinente, et le regard et la façon qu'elle a aussi de travailler l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, on parlera mieux que moi évidemment, mais en tout cas moi ce que je trouve très, très fort, c'est comment cette histoire, elle nous sert pour comprendre ce qu'on vit, ce qu'on est, et comment elle peut nous permettre aussi de nous projeter dans le futur et dans nos devenirs. Alors c'est peut-être le moment de passer la parole. En fait, moi, je voudrais vous dire, là, parce qu'on est dans ce lieu, que moi, je trouve très inhospitalier, parce qu'en fait, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser à un trou d'obus ou à une tranchée. En fait, ça me fait penser à la guerre. Et il se trouve que ça tombe bien, dans une certaine mesure, même si c'est pas très marrant, parce que je devais vous parler, parce qu'on avait parlé de réfléchir à la manière dont l'histoire locale pouvait être ramenée dans cette diversité d'été. Et il se trouve que j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le camp de Sainte-Livrade, qui est le camp des réfugiés indo-chinois, qui a été créé en 1956 et qui a été transformé récemment par de la rénovation urbaine. Ce camp, qui s'appelle donc le CAFI, en fait, il est lié à un autre trou guerrier, qui est la guerre d'Indochine, et à la défaite de Dien Bien Phu. On a parlé de la cuvette de Dien Bien Phu, mais la cuvette de Dien Bien Phu, c'est pas petit comme ça, c'est une immense plaine en creux. Mais dans cette cuvette de Dien Bien Phu, on a refabriqué des trajets, des possibilités d'explorer, de se prendre pour des petits soldats, et dans des lieux qui peuvent ressembler à ça, avec d'ailleurs la même couleur de terre, etc.
Donc tout ça peut se caramboler dans la tête et du coup être très loin d'une historicité accréditée avec des archives, mais complètement fantasmagorique avec des imaginaires. Et peut-être que pour pouvoir ramener quelque chose vers le présent, il faut savoir qu'il y a toujours à déblayer ces imaginaires ou à en faire quelque chose pour qu'ils nous apprennent à travailler avec. Enfin, à travailler avec, c'est comment les fantômes d'une histoire qui ne serait pas celle d'ici, mais quand même un peu, peuvent nous chuchoter des conseils pour comprendre ce qui se passe ici. Alors ici, là même, peut-être que des travailleurs indo-chinois ont été sollicités, je ne sais pas. Mais donc c'est fantasmagorique, mais ça va me permettre de vous parler quand même des travailleurs indo-chinois et de la temporalité de ce camp de Sainte-Livrade. Le camp en question, il est lié au fait qu'après la défaite de Dien Bien Phu, qui est dans le nord du Vietnam, les Vietnamiens qui étaient du côté français ont été exilés dans le sud, du côté de Saïgon. Et en 1956, en fait, les Français partent de Saïgon et il y a donc toute une série de réfugiés qui sont en fait à la fois les soldats qui ont choisi le camp français et les femmes souvent qui avaient épousé des soldats français et qui se retrouvent complètement démunis et en danger en restant au Vietnam. Et donc le camp du CAFI, c'est pour ces rapatriés, avec ce mot patrie, qui supposerait qu'ils sont des concitoyens, mais ils sont mis dans un camp, dans plusieurs camps en l'occurrence en France, qui est quand même un pays qui a une grande tradition du camp, il faut bien le reconnaître, et qui sont installés donc dans ce camp qui est en fait un ancien camp militaire d'aviation. Et on transforme en 1956 ce camp militaire d'aviation en lieu d'habitat, c'est-à-dire on utilise les hangars pour fabriquer des petits logements qui vont être attribués à ces rapatriés. Or, ils sont rapatriés, mais ils ne sont pas mis à égalité dans la société, et le camp fonctionne comme un camp militaire avec des règles très très strictes et dépend du ministère de la Défense. Et donc, s'il y a du carambolage ici pour moi, c'est parce que dans la région, il y a un peu ce carambolage qui a existé. Et du coup, les gens qui habitent dans ce camp sont en très faible contact avec le reste de la société. Parce qu'ils sont vraiment comme dans une sorte de camp-prison un peu, quand même. Ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, ils ne peuvent sortir que pour aller travailler. Et ils vont travailler essentiellement dans les entreprises agroalimentaires et dans les champs de la région. Et du coup, les enfants qui grandissent là, grandissent sans contact réel avec la société française. Il y a même une école à l'intérieur du camp. Il y a un dispensaire à l'intérieur du camp. Et il y a une sorte d'interdiction à faire même entrer des marchandises qui permettraient d'améliorer le confort des gens dans ce camp. Parce que si on fait entrer des marchandises, alors il faudrait avoir le choix entre l'intérieur du camp et l'extérieur. Et donc si on a ces marchandises, un réfrigérateur parce qu'on connaît quelqu'un qui vous l'offre, parce qu'il est là depuis plus longtemps, etc., alors on vous demande de sortir du camp et de ne plus avoir le cocon protecteur du camp. C'est les mots du ministère de la Défense, puis ensuite du ministère de l'Intérieur. Et donc il y a quelque chose qui est maintenu à l'intérieur du camp d'une certaine, non pas misère, mais très grande pauvreté quand même, de mode de vie. Et ça dure de 1956 aux années 70, où l'instituteur et le médecin, donc le dispensaire et l'école, trouvent ça terrible parce que les enfants indo-chinois, qui sont donc des enfants métis, souvent les pères ont abandonné les mères, et éventuellement ils avaient un double ménage, un ménage en Indochine, un ménage en France. Quand ils rentrent en France, ils retrouvent leur femme française, et donc beaucoup de femmes seules quand même dans ce camp. Et donc le médecin et l'instituteur trouvent que c'est pas normal que ces enfants ne puissent pas bénéficier de ce qui est considéré comme le propre du républicanisme, qui est l'ascenseur social de l'élitisme républicain, et considèrent qu'il faut trouver des manières de faire sortir les enfants de ce camp. Et ils travaillent avec la CIMAD, qui est une association qui a eu un rôle très important pour les enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a donc une assez grande compétence à trouver des modalités pour pouvoir trouver des lieux d'accueil pour les enfants, et ils organisent des vacances avec les gens de la région. Donc
la région, c'est ici, hein, parce que Saint-Privrade, c'est vraiment pas loin d'ici, c'est très près de Villeneuve-sur-Lot. Et donc, on trouve des points d'accueil dans des fermes, dans différents endroits. Et donc, ces enfants vont commencer à entrer en contact vraiment avec la société française. Toute cette première période, 56, ça a duré en fait jusque dans les années 70, il y a un temps qui est complètement désynchronisé avec la société française. Et donc la resynchronisation, elle va se faire par cette possibilité de placer les enfants en vacances et par le fait que comme les enfants sont sortis du camp, ils s'enhardissent, sans doute qu'ils se sont enhardis avant mais on n'a pas trop de traces, et ils font le mur aussi pour aller au bal. Et donc ils vont au bal de Saint-Privrade, où ils rencontrent des Espagnols, où ils rencontrent des Chinois, qui sont là aussi, enfin toutes sortes de gens. Et il y a un mélange qui se fait assez important et ils rencontrent également des gens d'Afrique du Nord qui sont issus de l'histoire souvent des Harkis. Et donc il y a une alliance qui se fait entre Indochinois et Harkis et il y a beaucoup de couples mixtes qui s'instaurent à la suite de ça. Petit à petit, tous ces enfants qui ont réussi à avoir une circulation avec la société française fabriquent en fait des régimes de vie que moi j'ai appelés de resynchronisation et connaissent effectivement des études à Toulouse, à Agen, à Paris et forment une sorte de bourgeoisie des réfugiés indochinois. Et tout en ayant les parents et les grands-parents qui sont restés dans le camp du CAFI avec la possibilité d'avoir amélioré le régime de vie. Et il y a deux grands rituels qui permettent à différentes générations et aux différentes catégories sociales de se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler une mémoire sociale entretenue pour la fête du Tet en février et pour le 15 août qui est une grande fête aussi vietnamienne où à ce moment-là il y a une espèce de passage de relais de la tradition vietnamienne avec des sortes de carambolage de temps parce qu'on va avoir en même temps les modes de défilé de la fête du Tet, la manière de décorer de la fête du Tet et puis on va inviter pour le bal un groupe de musique actuel et donc avoir je sais pas, du rock, du reggae, toutes sortes de choses pour ces fêtes avec des grands banquets, un peu comme à Cantemerle en ce moment, où les gens partagent la nourriture vietnamienne, où ils sont contents de se retrouver, et où du coup les petits appartements de ce camp d'aviation deviennent des sortes de petites cabanes de villégiature pour des Parisiens qui peuvent être médecins, avocats, industriels, enfin voilà, ils ont fait leur vie. Et l'ascenseur social a relativement bien fonctionné, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde. Et il y a donc des associations assez solides d'Indochinois de Paris, d'Indochinois, voilà, et qui reviennent avec un usage qui est un usage en fait de mémoire à transmettre. Or en 1981, donc avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, il y a le sentiment que ce camp coûte trop cher. Et il y a l'idée de le revendre, donc que l'État se décharge de ce camp au profit de la municipalité de Saint-Privrade. Et la municipalité trouve ça bien sûr trop cher aussi, donc il y a toutes sortes de tractations. Et il y a à ce moment-là une sorte de fragilisation de la mémoire vive, c'est-à-dire que cette transmission intergénérationnelle qui vient faire suite à la resynchronisation sociale, elle est fragilisée par ce transfert de propriété du national au local. Et à partir de ce moment-là, il y a des projets multiples à Saint-Privrade pour réhabiliter le camp et aussi récupérer les espaces qui appartiennent à cette bourgeoisie parisienne et qui paraît être des espaces indus pour la municipalité de Saint-Privrade. Genre, c'est pas normal que ces gens possèdent ces petites baraques, qui viennent passer leurs vacances là. Voilà. Donc il y a une logique très, comment dire, rentable, sans réfléchir à ce qui se joue dans la possibilité pour la société française, justement, à la fois de se souvenir ensemble, d'articuler les différents groupes sociaux dans la suite de ce qui avait été fait un peu spontanément avec les mariages mixtes, et surtout d'articuler les différentes générations et les différentes catégories sociales. Ce qui fait qu'en fait, ils vont chercher à expulser petit à petit tous les Indochinois de Paris qui n'ont plus de parents vivants, de grands-parents vivants.
Donc il y a une lutte qui se met en place à ce moment-là qui est assez forte. Et on assiste à quelque chose qui est assez frappant, c'est que jusque-là la mémoire était entretenue par les fameuses fêtes, les 2 rituels annuels, qui étaient vraiment des gros rituels investis avec de différentes manières. Et on va se mettre à accumuler des documents d'archives. C'est-à-dire qu'on passe de la mémoire vive à l'histoire accumulée. Et on commence à archiver. Et ils fabriquent un site que vous pouvez aller voir sur internet, qui est le site de Saint-Livrade, du camp de Saint-Livrade, où toutes sortes de documents des années 50 jusqu'à aujourd'hui sont archivés, sont expliqués, comme si au moment où on sent qu'on va être réellement dépossédé du lieu où on pouvait entretenir la mémoire, il y avait nécessité de fabriquer ce lieu d'archivage et de produire effectivement des archives qui permettent malgré tout de garder un lieu possible à réouvrir. Et il me semble que ça a à voir, ce matin je discutais avec Déborah, qui m'expliquait que certains livres lui paraissaient des choses mortes, et donc ce dépôt d'archives pourrait ressembler à un livre de choses mortes. Et donc la question se pose après pour les historiens et pour les individus qui sont concernés par cet archivage, de savoir comment le réanimer. Et la préoccupation pour ce camp a produit des appels d'offres pour savoir comment on allait réhabiliter le camp. Et toutes sortes de gens se sont penchés sur ce camp, des sociologues, des historiens, des ethnologues, des gens concernés par l'histoire indo-chinoise de manière directe, des gens pas concernés a priori ou d'une manière latérale comme moi, parce que cet appel d'offres prétendait construire un lieu de mémoire et pouvoir faire quelque chose avec ces archives. En tout cas, il y avait l'idée de fabriquer un musée d'histoire, de fabriquer un mémorial, mais aussi de fabriquer des lieux avec des formes de jardins vietnamiens, d'avoir une mise en valeur de la tradition culinaire, de l'épicerie, enfin d'en faire un lieu qui ait une vraie spécificité et qui permette de raconter l'histoire de cette intégration de la population indo-chinoise dans la population française. Et la mairie de Saint-Livrade, alors qu'elle a reçu des projets vraiment intéressants, en l'occurrence pas tellement celui auquel j'ai participé, même s'il était très intéressant aussi, mais celui qui était le plus intéressant, c'était celui qui était fait par justement une ethnologue avec d'autres partenaires qui étaient concernés par cette histoire, qui avait grandi en Indochine, qui était revenu en France et qui travaille beaucoup sur ces enjeux de mémoire indo-chinoise. Donc il y avait vraiment de la matière. Et en fait, ce qui a été choisi, c'est un groupe où il n'y avait aucune personne des sciences humaines, où il s'agissait simplement d'entrepreneurs. Et donc, effectivement, le camp de Saint-Livrade, au lieu d'être un lieu investi par et cet archivage et cette mémoire vive qui existe malgré tout encore un peu, a été livré à des entrepreneurs et ils ont fait des petites maisons. Et on a donné comme argument qu'il fallait introduire dans le camp de Saint-Livrade la diversité. Il n'y a rien à voir avec la diversité d'été, mais avec la novlangue ou la sémantique institutionnelle qui prétendait qu'il fallait que dans le camp, on puisse mixer les populations maghrébines de Saint-Livrade et les populations indo-chinoises. Évidemment, c'était une négation absolue de ce qui s'était passé dans les années 70 avec les mariages mixtes, puisque cette mixité existait de fait et que dans les fameuses fêtes du Tet et du 15 août, elle était là, présente, et que les associations d'Indochinois de Paris ont des liens très forts avec les associations de Harki. Et qu'en particulier, au moment de la fameuse loi de février 2005 sur la reconnaissance de la valeur de la colonisation, etc., en fait, c'était une loi en fait, qui était liée au lobby Harki pour reconnaître et donner un peu quelque chose à ces gens qui avaient choisi la France dans la guerre d'Algérie. Et en même temps, il y avait un oubli complet des Indochinois dans cette loi. Qu'on soit d'accord ou pas, moi j'ai fait partie des gens qui étaient en désaccord total, qui ont fait partie du comité de vigilance des usages publics de l'histoire et tout ça. Il y a eu vraiment des clivages importants sur la manière de regarder le colonialisme et d'en parler sur un mode législatif. Mais les Indochinois étaient oubliés. Et donc les Indochinois du CAFI ont été partie prenante de lutte pour faire reconnaître leur existence. Et pour autant, en étant dans une position assez adverse avec le gouvernement, parce qu'ils travaillent avec des historiens comme Gilles Manseron ou comme des historiens engagés à gauche,
et qui souhaitent entretenir une certaine mémoire de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie, mais en étant dans un rapport critique à ce qui s'est joué avec les populations indochinoises et algériennes engagées du côté français, et de la mauvaise donne de la non-naturalisation de ceux qu'on appelle des rapatriés, mais qui n'ont jamais acquis une position d'égalité en termes de simplement de préservation de leur droit à l'existence normale. Voilà. Donc c'est toute une histoire assez lourde. C'est un échec monstrueux, c'est des décisions politiques désastreuses. Aujourd'hui, c'est d'une tristesse. On est allé visiter avec Céline et Jean-Paul cet hiver ce camp. C'est assez triste parce que c'est normalisé et on sent que c'est mort, justement, et qu'il y a bien quelque chose à réouvrir. Et sans doute que les archives permettront de le faire si des personnes peuvent investir et réoraliser et retransformer en mémoire vive ce qui a été transformé en mémoire d'archives qui est toujours en partie morte. Et il y a quelque chose là d'une perte assez importante de quelque chose qui avait été proposé par Frantz Fanon quand il réfléchit sur justement l'histoire du colonialisme, où il dit voilà, il ne s'agit pas d'opposer nécessairement l'histoire de ceux qui sont blancs et qui appartiennent à la lignée de ceux qui ont colonisé, et puis ceux qui sont noirs ou d'autres origines, mais en l'occurrence c'était beaucoup entre les noirs et les blancs à ce moment-là, mais il proposait la nécessité pour pouvoir produire un devenir, un avenir, qu'il fallait se souvenir ensemble. Et donc ce qui a été défait à Saint-Igrad, c'est la possibilité de se souvenir ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement les historiens prennent le relais, pourvu que les livres soient lus, que des choses en soient faites avec, parce que l'histoire en tant que telle ne produit rien si elle n'est pas articulée à un rapport au présent, pratique et effectif. Et que peut-être à ce moment-là, c'est aussi les artistes qui peuvent prendre le relais pour rendre sensible ce que les historiens archivent. Ce que vous avez visité avec Jean-Paul ici, c'était le café, c'est ça? Ouais, le café. Là, Guillaume, c'est le fameux truc où on mange la Ouais, soupa. exactement. Et où Charlotte a travaillé. Oui, Elle a fait une série de photos des maisons. Des maisons. Aix-en-Provence, qui a travaillé, qui a fait les photographies de ces maisons, en fait. Enfin, de ces maisons, de ces cabanons. C'était toute une série comme ça. C'est toujours avec le même cadre, sur le côté où on voit le toit en fait. Donc pas dans la longueur mais sur le côté quoi. Toujours avec le même cadre et ça mettait en évidence le fait de les avoir tout alignés, ça mettait en évidence la réappropriation du lieu militaire avec des végétations qui ne sont pas forcément de la région, avec des espèces de bouts de briquets de broc qui leur ont permis d'étendre un peu l'espace de ces maisonnettes qui sont toutes petites. Qui sont en train de refaire. ça a été refait, mais maintenant il ne reste pas grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. Ouais, de même ça. ça a encore construit, j'y étais il y a un mois. Et surtout, il n'y a pas du tout les espaces récréatifs et culturels qui étaient prévus dans les premières hypothèses de réaménagement. Il me semblait que dans le projet, il devait en rester 2, des petites maisons comme ça. Ouais. C'est-à-dire la pagogue et puis je sais plus quoi d'autre. Ouais, mais c'est justement pas les maisons, Mais- c'est les lieux sacrés. Ouais. L'église, il y a une église et une Ouais, pagode. c'est ça. Et même l'église et la pagode, c'est un peu tristounet, c'est pas bien entretenu, c'est pas investi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est défait, il y a une défaite. Voilà. Et puis le fait d'en laisser que 2, c'est ce qui était impressionnant, c'était la multiplicité de ces petites maisons et puis le fait qu'il n'y en ait que 2 au milieu de ces maisons nouvellement construites qui ressemblent à de la maison Phoenix là, avec juste un toit un tout petit peu différent histoire de rappeler un. C'est un peu dommage quoi. C'est-à-dire que le terrain, en fait, c'est assez grand, donc, j'imagine au départ, pour qu'il y ait comme des cités qui soient construites. On a investi les lieux de ces maisons pour construire vraiment des nouvelles... En fait, ils ont fait une sorte de nouveau quartier populaire avec des petites maisonnettes et avec attribution de maisons
à loyer faible à différentes populations de Saint-Livrade Oui, plus Ils génial. sont détruits et construits. nécessiteuses, enfin qui ont besoin de logements pas chers, quoi. Mais il y a un vrai souci à Saint-Livrade parce que c'est quand même dans le contexte là, qui est le nôtre et des élections autour de la députation de Cahuzac qui devait donc être mise. Saint-Livrade a des très très forts taux de vote Front National. Vu qu'il y a, vu qu'il y a beaucoup de moustiques, peut-être qu'on pourrait poursuivre la discussion après autour de la table à midi. Je voulais juste préciser que dans la salle, notre médiathèque, j'ai installé 2 tables avec des ressources sur la question de paysage, avec une carte, la carte IGN où sont mentionnés différents lieux de carrière. Et j'ai aussi installé différentes archives donc, que Ignace m'a confiées, qui sont aussi en consultation sur une table. Donc vous pouvez, moi je vous propose, chacun peut rentrer à son rythme là jusqu'aux voitures. On se retrouve à Cantemerle et vous pouvez les consulter librement sur place. Voilà. Si tu t'en aperçois pas, si tu les enlèves pas d'ici 3 heures, c'est tout. Ah, ils sont moches, hein. Mon frère en avait un petit. Après, on a une grosse berry.